Donc sur cet exercice-là, il y a le spectre en fait d'une variable aléatoire qui suit une loi géométrique pour les personnes qui vont reconnaître, mais je vais faire comme si on n'avait absolument jamais vu ça, et je vais essayer de me dire des choses raisonnables. Donc on a deux joueurs A et B qui lancent un dé à tour de rôle, donc c'est le joueur A qui lance, puis B, puis A, puis B, etc. Celui qui gagne, c'est le premier qui fait 6. Voilà. Et en fait, on nous demande, dans un premier temps, la probabilité que le joueur A gagne. Ok, alors, l'exo. A doit avoir au moins 50% de chance de gagner, vu qu'il joue avant. Exactement, c'est la conjecture que je veux. En fait, effectivement, il commence, donc en fait, il a un avantage, et on sait que sa probabilité de gain doit être strictement supérieure à celle de B, et donc ça fait au moins 1 sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire de probabilité de gain du jour A? Je vais me dire, en fait, que A ne peut gagner qu'au premier lancer, au troisième lancer, au cinquième lancer, etc. Enfin, en fait, c'est ça ce qui se passe, quoi. Donc, ce qu'il faudrait déjà que j'ai en premier, c'est la probabilité d'obtenir 6 à un lancer donné. En fait, si vous voulez, la chose qui m'intéresse, c'est la première fois qu'on obtient 6, c'est au quatrième lancer. C'est ça qu'il faut. Et j'y reviens justement, Vince, à la toute fin, pour voir si on pouvait faire un raccourci, d'accord ? Je vais y revenir. Donc je vais dire ici, question 1, je vais introduire mes événements élémentaires. Là encore, c'est compliqué. A gagne, c'est compliqué. Mais je vais introduire quelque chose de pas compliqué. Notons, pour tout K dans n étoiles, ce que je vais faire, c'est que pour tout K dans n étoiles, je vais noter SK, donc mon événement élémentaire SK, qui est le premier 6 apparaît au kème jet, au kème lancé. Le premier 6 est réalisé, c'est plus joli, au kème lancé. Donc ça, c'est mon événement élémentaire. Alors, c'est mon événement élémentaire, non. Mais bon, on va essayer de pas non plus surcomplexifier ce genre d'exercice. Et je vais en parler. Bon, j'ai laissé un petit bout de L, tant pis, au kème lancé. Donc là, vous reconnaissez, pour les gens qui connaissent, vous reconnaissez quelque chose qui relève d'une loi géométrique. Mais j'ai pas vu ça, donc j'introduis, comme tout à l'heure, mes événements élémentaires. Et donc, ici, je pourrais aussi introduire des événements qui seraient vraiment élémentaires, parce que je me dis, c'est un peu trop compliqué, vous voyez, que A gagne, alors du coup, ça serait S1, union S3, union S5, parce qu'il peut gagner que au G1, ou 3, ou 5, ou 7, etc. Mais je me dis, c'est encore trop compliqué, parce que c'est compliqué. Moi, ce que je voudrais, c'est faire 6 à un lancer donné. Donc, je pourrais faire, disons, je pourrais introduire A, K, L, qui serait... D'accord, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais je veux... Si vous suivez, on va le faire ensemble, et vous allez voir que c'est pas si compliqué. Donc, pour tout K dans n étoiles, et je vais rajouter ici, pour tout L dans n étoiles, et je vais dire... Bon, j'ai même pas besoin, en fait. Je vais juste dire AK. J'ai pas du tout besoin de ça. Je pète un plomb, là. Je vais introduire AK, qui est l'événement faire 6 au kème lancé. Voilà. Faire 6 au kème lancé. Au kème lancé. Car, voilà. La troisième loi de Gold-Pagott établit que l'antidote d'un poison composé doit être égal à plus que la somme des antidotes de chacun de ses composants. Voilà, tu vois, quand j'ai vu la quatrième équivalence du théorème de porte-manteau, si tu veux, dans ma tête, c'est exactement ça que j'ai vu. Et je sais pas du tout si ça existe ou pas, mais ça m'a buté ce truc-là quand je l'ai lu. Et voilà, donc le mystère est encore entier. Il faudra que je vérifie quand même, parce que bon, pour ma culture générale, c'est très important. Donc, on va essayer de calculer la probabilité de SK. Pour les gens qui ont déjà la loi géométrique, c'est cool, mais pour les autres, non. Donc, notons pour tout cas machin. Et je vais dire, et remarquons que... En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Alors justement, pour les gens qui ne savent pas, essayez de m'exprimer SK en fonction des A à L. Et remarquons que SK, c'est égal à quoi, à votre avis? Ça, c'est l'enseignement de ce soir. Essayez d'exprimer SK. Le premier 6 est réalisé au kème lancé. Essayez d'exprimer ça en fonction de
faire 6 au L-ième lancé. On va pas employer le même cas, d'accord? Ça va pas m'arranger. Parce que ça, c'est mes vrais événements élémentaires, en fait. Ça, c'est vraiment ma brique de base. C'est faire 6 à un moment donné. Voilà, Victor, exactement. En fait, le premier 6 est réalisé au K-ième lancé. Je peux l'écrire avec des points de suspension, n'ayons pas honte. Je veux dire que ça veut dire que je ne fais pas 6. Et que je ne fais pas 6. Et que je ne fais pas 6. Jusqu'à A, du coup, K-1. Je ne fais pas 6. Et enfin, pour la première fois, je fais 6. Donc là, il y aurait peut-être une petite coquetterie à faire, c'est que pour K égale 1, cette partie-là n'existe pas. Parce que pour K égale 1, en fait, faire 6 au premier lancer, c'est faire 6 tout de suite. Donc on pourrait peut-être faire une disjonction de K pour calculer ça. Donc je vais dire ainsi. Alors je vais pas mettre de virgule. Je vais mettre donc, et on va retrouver en fait la formule de l'horloge géométrique. Je vais dire donc la probabilité de SK, et là on va revoir les mêmes arguments. Alors il n'y a pas de disjonction parce qu'il n'y a pas d'union, mais je vais dire P de SK, c'est la probabilité, donc c'est le produit de, disons, L allant de 1 à K-1, j'ai enlevé ça, L égale 1 à K-1 des P de AL bar, ce produit fois P de AK. Et en fait, il s'avère que ça tient pour K égale 1, parce que pour K égale 1, j'ai un produit de L égale 1 à 0, c'est-à-dire un produit vide, c'est-à-dire par convention 1, et là, j'ai juste P de A1. Donc, c'est-à-dire que là, aussi, en fait, cette intersection n'apparaîtrait pas dans le cas où K égale 1, d'accord? Mais bon, voilà. Alors, l'essentiel, c'est qu'en fait, on l'a, parce que maintenant, ça, c'est par indépendance, pardon, je vais marquer indépendance, parce que c'est quand même l'argument essentiel. Et pour les gens qui connaissent les variables aléatoires, je veux dire que on reconnaît le rang d'apparition du premier succès dans une succession d'épreuves de Bernoulli indépendantes et de même probabilité de succès un sixième. Mais il y a le mot indépendante. Donc je vais le faire apparaître ici. Je vais dire par indépendance des lancers. Par indépendance des lancers. Alors l'indépendance, bon, là encore, une autre coquetterie, c'est qu'en fait, on peut dire, mais c'est pas indépendant, parce que si A fait 6, alors en fait, ça interrompt la série du joueur B, etc. Mais on se lance pas là-dedans. Hein. On va imaginer qu'en fait, il y a une suite infinie de lancers, que celui qui a gagné, c'est génial, il a fait 6, mais qu'en fait, les mecs, ils continuent jusqu'à leur décès de lancer le dé. Ça me simplifie la vie, et là, il y a vraiment indépendance, parce que de toute façon, il lance, et ça s'arrête pas. Et donc, du coup, ça fait quoi? Eh bien, en fait, ça fait, la probabilité de pas faire 6, ça fait du coup 5 sixièmes à la puissance K-1, fois 1 sixième. Et donc là encore, pour les gens qui sont très habitués à utiliser des affaires de variables aléatoires, vous voyez la démonstration qui est basée sur une écriture en termes d'ensemble, donc on aura vu ça plusieurs fois ce soir, et ensuite, toujours propriété des probabilités, ici en l'occurrence la simple indépendance. Et je vais laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça, il n'y a pas besoin de s'embrouiller. Donc maintenant, on va calculer la probabilité que A gagne. Donc pour que A gagne, il suffit qu'il gagne soit au premier tirage, soit au troisième tirage, soit au cinquième tirage, soit au septième tirage, etc. Donc là, on va faire une union, d'accord? Donc ça, c'est le premier étage de la fusée. Ça, c'est les premiers résultats intermédiaires que je vais encadrer, ça vaut le coup. Il faut qu'on se congratule un peu. Vous pouvez vous embrasser le biceps. Et donc là, je vais dire que la probabilité que A gagne, dans un événement que j'aurais pu introduire, et que là, ça commence à... Là, je commence à ne plus vouloir rédiger, c'est très mal, mais on va dire que A, c'est le fait que A gagne. Je veux dire que, en fait, il ne peut gagner que sur des manches impaires. Le pire est arrivé, les gens. Oh là 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 là, c'est terrible. Une union de probabilités. Le crime des crimes. Incroyable, incroyable, incroyable. Bref, A gagne. Ça veut dire qu'il gagne soit au premier lancer, soit au troisième, soit au cinquième, etc. Et la probabilité d'une union disjointe, c'est la somme des probabilités. Sauf qu'ici, c'est une somme infinie. C'est la somme P de S1 plus P de S3 plus P de S5, etc. Alors, l'étudiant ici, curieux, qui n'a jamais vu ça, va me dire en fait que c'est quand même étrange, parce que j'ai une somme infinie, c'est-à-dire qu'en fait, je suis moralement en train de faire une limite, et encore faut-il qu'elle existe. Mais il s'avère qu'elle existe. Alors justement,
Oui, Mehdi, exactement. C'est des probas discrètes ici. Je ne suis pas sur un univers fini. Qu'est-ce qui me garantit, à votre avis, que si je fais P2S1 plus P2S3 plus P2S5, etc., pourquoi il y a une limite finie, en fait? Pourquoi ce machin-là, ça peut pas ne pas avoir de limite? Ou pourquoi ça pourrait pas tendre vers plus l'infini, genre? Parce que moi, je suis en train de faire une somme infinie, donc il faudrait quand même que je me rassure. Et j'ai pas fait des séries avec mes étudiants. Mais cela dit, mes étudiants ont fait exactement tout ce qu'il fallait pour donner du sens à ça, pour se convaincre en fait que ça peut pas ne pas avoir de limite ou que ça peut pas tendre vers l'infini. L'idée, en fait, c'est que, regardez, vous avez des termes positifs. Vous les ajoutez au fur et à mesure. Donc il y a P2S1, puis P2S1 plus P2S3, puis P2S1 plus P2S3 plus P2S5. En fait, c'est une suite qui est croissante. C'est croissant, ce bazar-là. C'est une suite croissante. Plus j'ajoute des termes, plus ça croît. C'est les sommes partielles associées à un terme général positif. Donc ça croît, ça croît. Mais le truc, c'est que l'union, de toute façon, ne dépassera jamais oméga, dont la probabilité vaut 1. Donc en fait, j'ai une suite qui est croissante et une suite qui est majorée par 1. Et donc, d'après le théorème de la limite monotone, elles convergent. Et donc, finalement, cette somme a forcément du sens. En fait, cette probabilité est forcément inférieure ou égale à 1, et si vous m'accordez que cette égalité-là n'est pas délirante, que je peux toujours dire que la probabilité de l'union, c'est la somme des probas, vous avez une suite croissante majorée par P de oméga qui vaut 1, donc converge. Voilà, limite monotone. Et là, on comprend pourquoi on a le droit, entre guillemets, de mettre sur plus infini. Alors ici, une justification. Sachez que cette propriété qui permet de transformer une union en une somme infinie, on l'appelle sigma additivité. Donc ici, allez, je me fends d'une petite sigma additivité de P. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous oubliez instantanément ce que j'ai dit en vous disant qu'on va juste faire le calcul. Donc on y va, maintenant on n'a plus qu'à bénéficier du travail qu'on a réalisé jusqu'à présent. En fait, c'est 1/6, que je vais mettre en facteur tout de suite pour éviter les ennuis. C'est 1/6 de la somme de k égale 0 à plus l'infini des 5/6 à la puissance k-1. Donc ici, ça ferait, je vais remplacer k par 2k plus 1, d'accord? Donc si je remplace k par 2k plus 1, moralement, entre parenthèses, ça fait 2k plus 1 moins 1, et il me reste en fait ici un 2k. Et il s'avère que là, il ne faut pas craquer. Ce qu'on va faire, c'est que on va reconnaître une série géométrique, en fait, parce que là, on se dit, mais c'est 2k, c'est la catastrophe, mais pas du tout. On a pour nous les opérations pour les puissances. En fait, c'est 25/36e, le tout à la puissance k. Et là, du coup, c'est la somme des termes, une suite géométrique, etc., etc. Oui, le terme Guillaret, sigma additivité, il est au programme, en fait. Il est dit comme ça. C'est la propriété de sigma additivité qui permet de transformer l'union en somme dans un cas infini. Mais effectivement, c'est un vocabulaire qui... On ne sait pas trop d'où ça sort, quoi. C'est vrai que c'est très étrange. Donc ça fait 1/6. Et puis la somme des termes, alors normalement, vous savez, ça fait premier terme, qui ici vaut 1, donc je ne le mets pas. Puis 1 moins nombre de termes, puissance... Enfin, 1 moins la raison, puissance nombre de termes, mais ici, 25/36e, moralement, puissance l'infini, ça tend vers 0. Sinon, on fait un passage à la limite, hein, d'accord? Mais sinon, ça fait 1 sur 1 moins la raison. Et là, je vais me fendre, en fait, ici, d'un petit truc qu'on verra encore une fois plus tard, mais vous pouvez vous convaincre. Vous pouvez faire la somme jusqu'à grand N et faire tendre grand N vers l'infini. Je vais dire en reconnaissant. Et là, nouveau vocabulaire qu'on verra cette semaine avec mes élèves, donc j'ai pas de réticence à utiliser. En reconnaissant la somme, ici, pas d'une suite géométrique, je veux dire c'est la somme d'une série géométrique, série désignant le fait de faire la somme des termes, d'une série géométrique. Et pour que le terme raison puissance n ne parte pas en vrille, je vais dire 2 raisons en valeur absolue plus petite que 1. Donc 2 raisons Q, qui est ici 25/36e, qui est en valeur absolue plus petit que 1, strictement. Et du coup, il me reste juste à terminer ce calcul comme ça. Donc, faisons-le. Ça fait 1/6. Ici, j'ai eu 36 moins 25, donc ça donne du 11/36e, 36/11e. Et donc, si je ne craque pas, on trouve 6/11e.
Et ça, c'est la probabilité de gain du joueur A. Donc en fait, c'est cohérent avec la conjecture qui a été faite au tout début, puisqu'on a dit normalement, il devrait avoir un peu plus d'une chance sur deux de gagner. Mais effectivement, 6 11e, c'est un tout petit peu moins de 6 12e, un tout petit peu plus de 6 12e, et donc c'est bien effectivement un peu plus d'une chance sur deux. Et donc là, je ne vais pas le faire, mais je pourrais dire de même, si vous voulez vous rassurer, ce qu'on pourrait faire, c'est calculer P de B. Donc je vais le faire sur une ligne. Je vais dire de même, la probabilité que le joueur B gagne, alors lui c'est un peu différent parce qu'en fait, il ne peut gagner que sur des nombres pairs, il peut gagner la deuxième manche, etc., etc. Donc lui c'est la somme pour K, enfin c'est la probabilité de l'union dans K dans N étoiles de S de K. Vous calculerez ainsi, cette fois, la somme de K est égale à 1 à plus l'infini de 1 sixième fois 5 sixièmes à la puissance, du coup, 2K moins 1. Et vous trouverez allègrement, à l'issue d'un calcul épique, je n'en doute pas, vous trouverez 5 onzièmes. Donc voilà, on va pas le faire. Mais c'est exactement la même chose. Vous pouvez faire sortir un sixième, vous pouvez faire sortir un 5 sixièmes, et puis ne pas craquer ne pas oublier le premier terme quand vous faites la somme des termes d'une série géométrique, enfin la somme des termes d'une suite géométrique, et que vous passez à la limite, et vous obtenez 5 onzièmes. Et donc ça nous permet en fait de dire pourquoi le jeu s'arrête, parce que en fait on s'aperçoit que de toute façon, alors faisons la dernière question, la question 2. En fait on s'aperçoit que il y a 6 onzièmes de chance que A gagne et 5 onzièmes de chance que B gagne. Donc en fait ce que j'ai démontré, c'est que P de A union B, c'est mutuellement exclusif. En fait les événements sont incompatibles. C'est P de A plus P de B. En fait on vient de démontrer que ça fait 1. Sauf que ça, en français, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est A union B ? C'est A gagne ou B gagne. Donc ça veut dire, le jeu s'arrête. Donc en fait, dire que la proba vaut 1, ça veut dire que le jeu s'arrête presque sûrement. Et là aussi, je vais dire ça en un nombre fini de lancer. C'est-à-dire, le jeu s'arrête presque sûrement en un nombre fini de lancer. Et je vais encadrer ça. Le jeu s'arrête presque sûrement qu'il y ait du vocabulaire aussi largement emprunté de la théorie de l'intégration de Lebesgue, mais on va pas s'exciter en un nombre. Une très belle théorie, hein. Vraiment franchement, j'avais adoré ça quand j'étais en L3. Mon module préféré, avec monsieur Ludovic Mento de l'Université de Montpellier. En un nombre fini de lancer. Excellent professeur. Voilà. Voilà le truc. Et je vais encadrer ça. Petit récapitulatif, et après je vais en parler. Je vais prendre des questions. Donc qu'est-ce qu'on a fait à nouveau ? Qu'est-ce qui était intéressant dans cet exercice ? Pourquoi je vous ai présenté cet exercice ? C'est parce qu'on retrouve le même schéma. Le fait que A gagne, c'est quelque chose de complexe. Parce que A gagne, en fait, je sais que ça correspond à gagner, avoir un 6 au premier lancer, ou au troisième, ou au cinquième, ou au septième, etc. Donc il y a des événements élémentaires qui sont... En fait, imaginez ça. Imaginez que A, en fait, il y a plusieurs branches, en fait, qui correspondent à A. Il y a la branche où il fait S1, la branche où il fait S3, la branche où il fait S5, la branche où il fait... S7, c'est pas un arbre, d'accord ? Mais bon, c'est toutes les possibilités. Mais en fait, que le premier 6 est réalisé au quatrième lancé, c'est aussi un événement complexe. En essayant d'employer la même terminologie sauvage que tout à l'heure. Et donc, je décompose ça. Le premier 6 est réalisé au quatrième lancé. Je vais décomposer l'élémentaire. Moi, l'important, c'est faire 6. Et faire 6 en premier au quatrième lancé, c'est ne pas faire 6, ne pas faire 6, ne pas faire 6, ne pas faire 6, et paf, je fais 6. Donc là, je reproduis en fait une démonstration qui est une démonstration qu'on retrouvera quand on emploiera des variables aléatoires qui suivent une loi géométrique, qui ont pour don d'encapsuler le rang d'apparition du premier succès dans une succession d'épreuves de Bernoulli indépendantes et de même probabilité de succès, ici 1 sixième. On va retrouver du 1 moins P puissance K moins 1 fois P. Et donc, une fois que j'ai écrit mes événements en termes d'intersection, je suis content d'utiliser l'indépendance pour faire des calculs de proba, et
quand je fais des événements, quand je les exprime en fonction d'union d'événements et non pas des unions de probabilités, la probabilité d'une union, c'est la somme des probabilités. Et il n'y a pas de problème, en fait, quand j'ai une union dénombrable, pour passer à la somme, parce qu'en fait, la série sous-jacente converge forcément d'après le théorème de la limite monotone. En fait, moralement, vous avez une suite qui va être croissante et qui va être majorée par 1, et donc elle va forcément converger. Et voilà comment on termine. Et après, pourquoi le jeu s'arrête? Parce que finalement, je m'aperçois que le joueur A gagne ou le joueur B gagne, ben ça se produit avec une probabilité égale à 1. C'est-à-dire qu'en fait, ça termine pas à coup sûr. Ils pourraient faire que des 1, les mecs. Mais ça termine presque sûrement. C'est-à-dire que la probabilité que ça ne termine pas vaut 0. Virtuellement, c'est impossible. Voilà. Vous avez vu, j'ai tenu parole. Hein. J'ai fait des exercices faisables. Il me semble qu'ils sont compréhensibles. Et on va essayer du coup de donner l'approche de Vince ici. Donc, essayons d'écrire quelque chose de propre. On va essayer de rédiger ça proprement. Parce qu'en fait, imaginez, en fait, on peut faire une disjonction de cas en fonction de ce qui se passe sur le premier lancer. Ça, c'est très intéressant comme approche. En fait, on peut se dire, bon, soit A gagne, ok, génial, il a gagné. Soit il perd, et tout se passe comme si c'était B le premier joueur. Donc en fait, ici, si je me dis soit A gagne, soit il perd, et puis c'est comme si B commençait finalement, ça se formalise par la formule des probabilités totales. Donc ça va sûrement être très joli. Alors faisons ça, essayons de formaliser ça. Donc je vais dire, on a déjà les notations d'ailleurs. Donc je vais dire la famille, enfin plutôt les événements je veux dire les événements S1, donc ça c'est le 6 apparaît d'emblée, et S1 bar, le 6 n'apparaît pas, donc ça veut dire que A n'a pas gagné sur son premier lancer, constitue, et je vais dire un système complet d'événements, mais je ne vais pas le dire comme ça. Là, ce soir, je vais dire constitue une partition de l'univers. Donc là, on est dans l'épique, hein. Vous avez l'univers, et vous l'avez scindé par la force de l'esprit en 2 parties. Une partition avec... Qu'est-ce que je fais? Je raconte des conneries en même temps, c'est terrible. Une partition de l'univers. Système complet d'événements, d'accord? Mais si vous voulez partitionner l'univers, là vous vous sentez beaucoup plus puissant, mais je vous l'autorise. En fait, ce que vous voulez, hein. Je n'autorise rien du tout. Constitue une partition de l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales, qui va avec, je vais le mettre de la même couleur, et je vais l'écrire en toutes lettres. Ça fera le lien avec un live de la dernière fois, je crois qu'on a utilisé la formule des probabilités totales. La formule des probabilités totales. Eh bien, on va dire que la probabilité que A gagne, c'est la probabilité de S1 fois la probabilité de A sachant S1, ce qui va être très facile à calculer, plus la probabilité de S1 bar fois la probabilité de A sachant S1 bar. Donc ça, c'est l'idée de se dire, bon, je vais distinguer les cas en fonction de ce qui se passe sur le premier jet. Mais là, en fait, il se passe des choses intéressantes parce que P de S1, moi, c'est la probabilité de faire 6 instantanément. Ça fait 1/6. Ensuite, la probabilité de A sachant S1, c'est la probabilité qu'il gagne sachant qu'il a fait 6 au premier lancer. Bah, du coup, ça fait 1. Il a fait 6 au premier lancer, donc ça, c'est plié. La probabilité qu'il fasse autre chose que 6 au deuxième lancer, ça fait 5/6. Et ça, c'est la probabilité que A gagne quand même, sachant qu'il a raté son premier lancer. Là, j'ai P de B qui vaut ça. Voilà, donc P de B est égal à 5/6 fois P de A. Et ensuite, là, j'ai P de A est égal à, du coup, 1/6 plus 5/6. Et en fait, tu dis que la proba que A gagne, sachant qu'il a raté son premier lancer, tu me dis que c'est la probabilité, en fait,
Ah, tu dis que c'est P de B, ça? Ah, j'aimerais bien écrire que c'est P de B. Tu dis que la probabilité que A gagne sachant qu'il a raté son premier lancer, ça veut dire qu'en fait, il faut qu'il gagne sachant qu'il y a un joueur qui va jouer avant lui. Et donc, effectivement, ça correspond bien à P de B, ouais. Oui, je suis d'accord avec ça. En fait, ça correspond à P de B. C'est la probabilité de gagner en étant deuxième, en fait. C'est ça en français, concrètement. P de A sachant S1 bar. C'est la probabilité de gagner en étant deuxième. Et donc là, j'ai pas arnaqué quoi que ce soit. J'ai pas prétendu que A et B étaient complémentaires. Parce qu'en fait, ils le sont pas. Ils sont presque complémentaires. En fait, on a vu que P de A union B, ça valait 1. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a un des deux joueurs qui gagne presque sûrement. Mais on ne peut pas balancer tout de suite qu'ils sont complémentaires, parce que justement la question 2 nous dit que le jeu s'arrête presque sûrement en un nombre fini de lancers, on l'a pas a priori. Mais du coup on a un système de 2 équations à 2 inconnus qui nous demande quand même de nous arracher un peu la tête. Alors c'est un thème de concours, malheureusement, là je dis aux étudiants qui ont survécu, c'est un classique en fait ça. D'interpréter une proba conditionnelle en disant tout se passe comme si, blablabla. Et là j'interprète une conditionnelle en disant tout se passe comme si, blablabla. Alors je vais essayer de réexpliquer ça. La probabilité que A gagne, sachant qu'il a raté son premier lancer, en fait, c'est la probabilité qu'il gagne, sachant que B va jouer avant lui. Donc tout se passe comme si, c'est la probabilité en fait de gagner en jouant en deuxième joueur. La probabilité de gagner en étant le deuxième joueur, c'est P de B. La probabilité que B gagne, sachant que A a raté son premier lancer, celle-là, elle est plus facile à envisager. Ça veut dire c'est la probabilité de gagner, c'est tout se passe comme s'il joue en premier. Mais la probabilité de gagner en premier, en fait, c'est P de A. Donc du coup, j'ai P de A est égal à 1 sixième plus 5 sixième de P de B, et j'ai P de B est égal à 5 sixième de P de A. Il faudrait que j'agrémente les passages de là à là, et de là à la physicienne, dirait-on, c'est-à-dire en disant tout se passe comme si, blablabla, blablabla. Et là, vous avez 2 équations, 2 inconnues. Et on va trouver une deuxième fois que P de A égale 6 onzième et que P de B est égal à 5 onzième.